Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard, elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où les sentiers passent parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Tous sont uniques et tous sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Eklund, fondatrice et CEO du fonds d'investissement 2050, qui vise à concilier rentabilité économique et bien-être de la planète sur le long terme, auprès de 5 secteurs clés, l'agroalimentaire, la santé, l'éducation, l'habitat et le transport, ainsi que tous les outils pour l'autonomie financière. Comment les fonds d'investissement doivent s'adapter au financement de la transformation durable? Quels sont les critères spécifiques que le fonds 2050 utilise pour sélectionner ces investissements? Comment le fonds 2050 mesure-t-il le rendement sur les investissements et le rendement social de ces investissements? Nous explorerons ces questions avec Marie au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Bonjour Marie. Bonjour. Très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Donc, on va peut-être commencer par une petite présentation. Marie, tout le monde te connaît, mais rappelle-nous en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir investisseur et encore plus particulièrement au sein de 2050? Alors moi, effectivement, rien ne me prédestinait à devenir investisseur puisqu'à l'origine, je suis une mathématicienne et une informaticienne et j'ai commencé en tant qu'informaticienne et c'était le tout démarrage de la transformation numérique. C'était à Wall Street, à New York, fin des années 90, où j'ai contribué à coder, en fait, cette transformation, donc à participer vraiment à ça. Puis quand je suis rentrée en France dans les années 2000, j'avais besoin de trouver un peu plus de sens à ce que je faisais, me sentir plus utile. Ça a été le grand moteur de tout mon parcours, aller toujours vers essayer de comprendre comment je peux être le plus utile possible pour régler les problèmes que je vois. Et en fait, plus tu creuses, plus tu vois les problèmes et plus ils sont gros. Et donc, c'est un peu ça qui m'a tirée. Et je suis arrivée dans le monde de l'investissement par la rencontre de Xavier Lazarus, qui n'était pas encore chez Elaya à l'époque et qui m'a fait découvrir ce métier en l'an 2000. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment les tout démarrages de la French Tech en l'an 2000. Et la French Tech s'est quand même beaucoup construite en copier-coller la Silicon Valley à l'époque. Sauf que moi, je venais de Wall Street. J'avais déjà pris ce que j'aimais de la culture américaine et laissé un peu ce que j'aimais moins. Et j'étais souvent la seule femme dans la pièce pendant assez longtemps. Et du coup, j'avais pas tellement de rôle modèle en vrai. Et ça m'a donné une liberté infinie de questionner le métier et de me dire, mais c'est quoi un bon investisseur? Comment est-ce que moi, je peux être le plus utile possible aux entrepreneurs que je finance? Et puis assez vite, j'ai découvert qu'on avait 2 propositions de valeur, en fait, 2 types de clients, entre guillemets, si on parle business, qui sont à la fois les investisseurs et les entrepreneurs. Et donc, j'ai creusé ça. Et c'est en creusant ça que je me suis rendu compte au bout de toutes ces années, si tu veux, que finalement, la transformation numérique qu'on vivait, il y avait des plus gros problèmes que ça, on va dire. Et c'est ça qui a conduit à 2050, en vrai. Donc, en fait, là, c'est très en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, l'an passé, on a fêté les 10 ans de la French Tech, les 10 ans de BPI, les 10 ans de France Digital, que tu as cofondé aussi il y a 10 ans maintenant. Donc, dans notre dernier baromètre, on se rend compte que le secteur de la green tech arrive en numéro 1 des investissements. Et donc, on entend beaucoup, c'est qu'on vient de se finir une décennie qui était complètement dédiée à la transformation digitale et qu'aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère de transformation. Alors, on peut l'appeler durable, transformation écologique et énergétique. Donc là, tu arrives à ce moment-là pour te dire, il y a des choses plus importantes. Et donc, c'est l'ADN du fonds au départ? Absolument. C'est-à-dire que cette nouvelle énergie de transformation, elle me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu à mes débuts sur le numérique. C'est-à-dire que ça part des gens. De la même manière, la transformation des usages, à la fois sur les consommations, où tu vas réfléchir à la manière dont tu consommes de manière plus responsable, plus locale surtout, mais aussi des choix professionnels. Les talents, ils vont plus du tout dans les mêmes entreprises que ce dans quoi ils allaient il y a une dizaine d'années. Ils veulent du sens, etc. Ou alors là où les gens mettent leur argent à titre perso. Tu vois, tu veux que ton argent, exactement, en fait, il serve aux solutions et pas aux problèmes. Donc ça, c'est très proche du numérique. C'est la même dynamique, c'est la même énergie. Ce qui est différent, c'est qu'il y a des facteurs exogènes qui viennent accélérer la transformation. Donc pour moi, elle va être plus rapide. Ces facteurs exogènes, il y en a 3.
Il y en a, le premier, c'est la nature, en fait. Donc, évidemment, tous les étés, on revient. C'est l'année la plus chaude. On s'adapte, on change nos comportements, etc. La deuxième, c'est la géopolitique qui force à repenser les business de manière beaucoup plus résiliente. Le Covid a été un grand révélateur de ça, typiquement. Et puis, il y a aussi la réglementation. C'est-à-dire que la réglementation a été plutôt un frein à l'expansion du numérique. Et là, elle va être un grand facteur d'accélération, en particulier en Europe, sur tous les sujets durables, qu'on le veuille ou non. Et donc, en réalité, c'est à la fois les mêmes ressorts, mais avec des facteurs extérieurs qui viennent accélérer. Et donc, pour moi, c'est assez clair et c'est marrant parce que je redis la même chose que quand je montais France Digital. Je dis, les champions de demain seront des gens qui sont les champions durables, en fait. Donc, nous, on les appelle les champions alignés parce qu'on veut et on pense qu'il y aura beaucoup d'impact et beaucoup de solutions qui sont trouvées si on arrive à aligner profit et impact. Mais c'est vraiment ça le sujet. On voit bien cette révolution s'accélérer, comme tu l'as dit, des sujets exogènes, endogènes. Donc l'Europe va être quand même, le Green Deal est un accélérateur assez important. Est-ce que aujourd'hui on a la bonne compréhension des modes de financement de ce type de société? Je m'explique. Donc on a des études qui sont sorties, qui ont indiqué que peut-être que le modèle de venture capital basique n'était pas forcément le plus adapté. Quelle est votre vision au sein de 2050 ? Comment vous avez essayé de résoudre cette problématique ? Notre vision au sein de 2050, c'est que non. En tout cas, c'est qu'on peut faire mieux. Différemment. Exactement, différemment. Et nous, on pense que c'est mieux, sinon on l'aurait pas fait. Mais qu'il faut penser des chemins un peu alternatifs pour s'adapter aux grandes spécificités de cette transformation qui sont pas les mêmes que sur le numérique. Typiquement, dans le numérique, c'était vraiment une transformation qui pouvait être vécue à l'intérieur d'une entreprise de manière assez périmétrée. Tu vois, tu te dis, je vais mettre un site web, un site de e-commerce de manière à augmenter finalement mon impact direct vers mes clients. Vous venez en fait augmenter un peu l'entreprise grâce au digital. Exactement. Et puis, améliorer la productivité en interne. Donc, tu vois, tu pouvais te penser ta propre transformation digitale à l'échelle de l'entreprise en augmentant sa productivité, son reach, voilà. Le durable, tu peux pas du tout faire ça parce qu'en fait, tu dépends de ta chaîne de valeur. Donc, ton empreinte carbone, elle dépend de celle de tes fournisseurs. La manière dont tu vas gérer tes déchets, ça dépend de ce que tes clients y font, aussi des produits qu'ils achètent. Donc, on est obligé de penser sa propre transformation avec sa chaîne de valeur. Et donc, tu ne peux pas être tout seul à mettre en place ces changements-là. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est une transformation de filière. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, nous, dans 2050, c'est de penser finalement une transformation d'écosystème, puisque ça doit aller ensemble. Et c'est ça qui permettra de libérer le potentiel de ça. En fait, la manière dont on a construit le nouveau produit, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui, dans le modèle, dans le produit du capital risque, désaligne potentiellement. C'est-à-dire que rompt cet alignement qu'on souhaite entre profit et impact, mais aussi entre tous les différents acteurs de la chaîne de valeur. On a nous-mêmes notre propre chaîne de valeur qui va des entrepreneurs qu'on finance aux investisseurs qui nous financent. Et en réalité, on pense que le fonds fermé a des biais qui vont être de plus en plus visibles avec la transformation durable parce que comme c'est une logique de transformation de chaîne de valeur, donc de filière, faut changer l'amont aussi. Donc, il faut changer les infrastructures, il faut changer la manière dont on produit, donc créer des nouveaux types de matériaux, il faut se penser en économie circulaire. Donc, il y a beaucoup de sujets qui vont prendre plus de temps que les startups du numérique qui avaient cette capacité à faire de l'hypercroissance à tout prix. Donc, à tout prix vient de dire ce qu'il veut dire, quoi. Fait, mais donc, de pouvoir avoir la capacité à la fois d'accompagner des entreprises qui peuvent se permettre d'être dans cette croissance rapide, mais d'autres qui nécessitent plus de temps parce que le cycle de croissance, au début, il y a beaucoup plus d'investissement et puis après, c'est potentiellement exponentiel, mais la duration totale, si on veut aller jusqu'au bout du potentiel économique, est plus longue. Donc, tu veux dire que par le passé, dans la transformation digitale, quelque part, c'était une capacité à faire des investissements assez rapides avec un retour sur investissement rapide. Là, on est dans une modification systémique. Oui. Donc, à la fois chaîne de valeur, écosystémique. Et donc, du coup, la grande différence entre ces deux segments de marché, c'est qu'aujourd'hui, pour financer cette transformation durable, il va falloir avoir plus de temps. Donc, c'est un peu ça l'idée de... Plus de temps et la capacité à financer des profils de business très différents. On ne peut pas rester que sur du logiciel. Tu vois, c'est de l'infra, donc on revient sur l'industrialisation
l'industrie verte. Exactement. Ou des choses beaucoup plus industrielles, du coup. Ouais, faut changer le matériel, en fait. Le type de, tu vois, c'est très physique comme transformation. C'est lié à c'est vivant, c'est physique. Donc, par nature, on doit changer ça. Et justement, en fait, ce qu'on a vu apparaître au sein de la French Tech, ce sont, du coup, en fait, tout un écosystème qui est en train de se créer avec des tours de table qui sont très importants. On parle en fait du Green Deal et de cette impérieuse nécessité de réduire nos réductions. Ça passe par le transport. Qui dit transport dit peut-être électrification. Qui dit électrification dit infrastructure. Ouais. Et donc, on a vu apparaître beaucoup d'acteurs qui, assez rapidement, étaient positionnés sur des levées très significatives. Et quelque part, on n'en avait pas l'habitude, puisque dans notre courbe et notre compréhension de la French Tech par le passé, on avait des sociétés qui levaient pas beaucoup au départ, qui grandissaient, qui levaient des gros tours. Et là, on a l'impression que c'est une pyramide inversée. On a un Vercor qui a annoncé en fait 850 millions en equity, mais plus de 2 milliards avec de la dette. Là, ces dernières semaines, on a vu Electra. Et donc là, dans votre propre écosystème, comment vous interagissez avec l'ensemble des autres investisseurs, puisqu'il y a les fonds tels que 2050, et puis comme il y a beaucoup d'infra, du coup, vous êtes obligé de combiner et de réfléchir de manière plus systémique? Absolument. C'est-à-dire qu'on a, nous, dans les investissements qu'on a fait, des co-investisseurs qui sont des fonds d'infra. Tu vois, on a investi dans 15 qui fait un réseau de vélos électriques partagés. On est co-investisseur avec Eiffel Essentiel, qui est historiquement un fonds d'infra. Voilà. Et sur des entreprises comme Pebble, qui font de la minéralisation du carbone. Donc, c'est une entreprise suédoise qui est basée à Stockholm, à Rotterdam, parce qu'en fait, il y a la première usine, mais je dis usine, mais c'est un grand mot parce que c'est la partie plus pilote R&D est basée à Rotterdam, c'est tout près. Les talents, c'est beaucoup des talents de oil and gas, donc c'est des vrais écosystèmes industriels qui vivent leur. Ça s'invente pas, quoi. Ça s'invente pas en fait. On peut pas s'inventer dans ce segment-là. Et eux, clairement, là, on est en train de refaire un tour de table assez significatif. Se pose la question de est-ce que c'est pas intelligent de faire venir à ce tour de table des acteurs stratégiques justement sur toute la chaîne de valeur qui vont permettre de sécuriser le financement de la première usine, first of a kind, parce que si eux ont un intérêt stratégique à ce que ça fonctionne, ils vont se committer sur les premières des off-take agreements, donc ça va être les précommandes en fait sur tout le ciment décarboné qui va être produit par l'usine. Ce qu'ils font en minéralisant le carbone, c'est qu'ils arrivent à prendre le CO2 comme un intrant et ça réagit de manière complètement naturelle avec certaines roches minérales qui sont très communes dans le manteau terrestre, à peu près 80% du manteau terrestre. Et quand tu le moues et tu fais de la poussière, dans des procédés, tu peux accélérer complètement la transfo et en sortie, tu crées un matériau qui peut remplacer la pierre ponce dans la production du ciment et en bout de chaîne, en fait, tu as du ciment qui, au lieu d'émettre du carbone dans son procédé de fabrication, en stocke de manière durable dans un nouveau type de matériau décarboné, ou en tout cas plutôt qui stocke le carbone, donc recarboné, mais de la bonne manière. Et ça, tu te dis, en fait, il faut penser sa stratégie financière de manière complètement différente d'avant, puisque ça devient potentiellement dérisqué et avec une vraie capacité à attirer après les bons acteurs qui vont permettre de financer l'usine, mais tu as quand même besoin d'equity au démarrage parce que sinon il se passe rien, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un peu nouveau parce que quand on se rappelle en fait des histoires un peu plus digitales, on a tendance à dire faire entrer un stratégique trop tôt, c'est compliqué parce que ça tue un peu la valeur. Sauf qu'aujourd'hui, certes, il faut de l'equity, mais quelque part, comme ce sont des projets d'infra, en fait, on n'aura pas d'equity pour faire une usine. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut quand même, en fait, d'autres acteurs qui ont un temps long. Et du coup, c'est ça qui est vraiment très nouveau, en fait, dans cet écosystème. Absolument. Et puis, c'est cette logique de chaîne de valeur. Si tu veux que la chaîne de valeur, elle bouge, tu peux pas faire sans les gros, hein. Donc, c'est quoi les nouvelles alliances qu'on crée? Et tu parlais de la Silicon Valley. Finalement, on a aussi ce renversement, en fait, un peu stratégique où l'innovation, là, au cours de la dernière 20 ans, on venait plutôt des startups quelque part. Et on peut penser que l'innovation va revenir aussi dans les grands groupes, dans les grands corporates. On se rappelle que dans la Silicon Valley, c'était des Xerox, des Intel qui étaient à la manœuvre, parce qu'on était dans des sujets en fait très infra en fait. Si on se rappelle Intel, on était en semi-conducteur, donc quelque part c'est quelque chose d'assez structurant. Là, en fait, dans ces sujets-là liés à la transformation durable, dès qu'on va toucher de l'infra, on va retrouver des gros corporates, ce qui est un peu nouveau. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parie beaucoup sur cette notion d'écosystème, mais en faisant du coup que nos investisseurs stratégiques deviennent des vrais acteurs de l'innovation. C'est pas uniquement des investisseurs, en fait. Ils sont engagés eux-mêmes. Exactement. Pour eux, c'est essentiel, parce que toutes les mères, ils ne pourront pas eux-mêmes réduire leur impact s'ils n'interagissent pas avec leur propre écosystème. Donc là, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est exactement ça. C'est un modèle gagnant-gagnant. Tu alignes les intérêts sur la transformation pour faire bouger toute la chaîne de valeur ensemble.
Et il y a des vrais trucs intéressants qui se créent aussi dans cette dynamique-là. Par exemple, une des choses qui est moins connue sur Tesla, c'est que Elon Musk, je sais plus si c'était 2013, enfin assez tôt, quelque part, il a publié tous les brevets de Tesla. Il les a mis en open source. Ouais, pour avoir une interaction avec tout l'écosystème. Ouais, exactement. Et pour accélérer la transformation de l'écosystème des batteries électriques, des constructeurs de voitures électriques, en se disant, moi, mon intérêt, c'est que cette bascule, elle arrive le plus vite possible. Et ma vraie concurrence, en fait, c'est le secteur des voitures thermiques. Et aujourd'hui, il est leader de facto, mais il a vachement progressé du fait que les autres acteurs ont avancé à la même vitesse que lui. Donc, c'est vraiment des logiques écosystémiques qui vont permettre de créer la bascule et de créer les champions. Alors du coup, si on revient sur le fonds en tant que tel, ce qui est aussi atypique, donc on parle de fonds Evergreen, qui est quand même assez novateur dans l'écosystème de l'innovation, et je veux bien que tu reviennes là-dessus. Et aussi, vous êtes détenu par un fonds de pérennité, donc ça, c'est plein de mots qui allument des lumières. Explique-nous en fait comment ça marche. Donc c'est vraiment un modèle un peu différent. Voilà, comment votre fonds est structuré et en quoi le fait d'être détenu par un fonds de pérennité, d'être un fonds Evergreen, change complètement la manière d'investir dans les projets aujourd'hui. Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on avait regardé comment se réaligner parfaitement quelque part sur le produit lui-même. Et cette notion de temps fixe, parce que la plupart des fonds capital risque, en fait, c'est des fonds fermés à 10 ou 12 ans. Mais ça veut dire qu'il y a une date où tu es obligé, quelque part... Date de fin, voilà. Date de péremption. Tu as une date de péremption et à ce moment-là, tu es potentiellement désaligné avec les entrepreneurs que tu finances parce que ta date de péremption, c'est pas forcément celle qui est native ou instinctive pour les entreprises que tu finances. Donc, ce désalignement-là, tu vois, que j'ai vécu plusieurs fois, même si tu le reportes d'1 ou 2 ans, il y a un moment, tu dis, on va vendre. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Et la plupart du temps, tu as envie plutôt de vendre la totalité de l'entreprise plutôt que tes parts à toi parce que tu obtiens un meilleur rendement. Prix, ouais. Voilà. Comme tu vends le contrôle, tu obtiens un meilleur rendement. Du coup, ça désaligne potentiellement. Donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à casser ça pour laisser la liberté d'aller chercher le plein potentiel de l'entreprise dans le temps. Et pour permettre ça, en fait, il faut qu'on ait un seul fonds. Donc déjà, ça permet un réalignement aussi parce que tu as tous tes investisseurs au même endroit. Plus de véhicules. T'as pas le fonds 1 qui marche, le fonds 2 qui marche pas avec des gens différents. Tu as un même fonds et donc tout le temps que tu passes, il est au service de l'intégralité de tes investisseurs. Et tu peux adapter ta stratégie d'accompagnement des entreprises que tu finances en fonction de leurs propres besoins. Donc, il y a celles du numérique qui vont potentiellement continuer en hypercroissance. Mais il y a celles des startups plus industrielles comme Pebble où on voit bien que si on veut aller au bout, certes, on va avoir de la liquidité partielle au fil de l'eau. C'est un modèle qui est beaucoup plus fluide, si tu veux. Ce qui veut dire que la liquidité partielle permet, en fait, dans ce modèle-là... D'être patient. D'être patient et donc d'alimenter tes autres quoi. Exactement. De porter tes autres projets en considérant que c'est toujours quelque chose qui est en continuel recommencement. Tout à fait. Donc, on appelle ça un fonds régénératif parce qu'on nourrit à la fois les autres entreprises du portefeuille quand il y a des cessions dans le fonds, mais aussi nos propres investisseurs puisqu'on a créé une liquidité annuelle, en fait. Donc, c'est nous qui, dans notre propre manière de gérer le fonds, on se dit tous les ans, on veut que 5% du fonds soit dédié à la rédemption, donc au rachat des actions de nos propres investisseurs. Et à chaque fois qu'on a une sortie, donc partielle ou totale, il y a 25% de cet argent-là qui est dédié aussi à nos propres investisseurs de manière à créer ce retour qui est suffisamment significatif pour qu'ils soient patients. Et évidemment, on est connecté à des plateformes de secondaires pour que si ils ont besoin de sortir à un moment donné, on puisse, faciliter ça. Mais notre commitment, c'est plutôt de leur permettre d'être patients en offrant ce rendement régulier, qui est pas du tout classique, puisqu'en capital risque, t'attends la fin et voilà. Tu vois, là, t'es dans un... Et ce modèle-là, c'est un modèle qui est le fonds Evergreen, c'est quelque chose qui existe au niveau mondial. En France, j'ai pas connu. Vous êtes beaucoup à avoir ce modèle-là. J'ai pas l'impression, en fait. Alors, c'est assez drôle, c'est que c'est un modèle très classique sur d'autres classes d'actifs, comme l'immobilier, etc. C'est un modèle qui, quand tu regardes les chercheurs en finance sur tous ces sujets de finance durable, comme Oni Patent Power à Oxford, Oxford Side Business School fait beaucoup de choses sur ces sujets-là. Elle te dit, moi je pense que la transformation durable, on ne peut la financer que avec ce qu'ils appellent des permanent capital vehicles, donc des véhicules à capital permanent, c'est-à-dire des fonds evergreen. Parce que justement, tu es dans cette logique de pouvoir accompagner dans le temps tout en créant la liquidité qui permet d'être patient. Donc, je pense que ça, c'est en train de venir. T'as Ardian, par exemple, qui vient de faire qui va annoncer un grand fonds evergreen d'infrastructure. Nous, on a
énormément de gens qui viennent nous voir pour qu'on leur dise comment on fait. Parce que la plupart, tu vois, il y a beaucoup de fonds de climate tech qui se sont créés, en particulier dans les Nordiques. Les Nordiques sont extrêmement... c'est une scène très vibrante sur tous ces sujets-là. Très dépendant au départ, en fait, du pétrole et du gaz, et donc en train de réfléchir au monde d'après. Donc, de facto, ils ont de l'argent aussi pour réfléchir, compte tenu de leur... Ils ont une pensée systémique beaucoup plus poussée que nous, parce que ce sont des petits pays, donc ils savent qu'ils dépendent des autres. Ils ne sont jamais pensés en autonomie, par exemple. Mais aussi, ils sont beaucoup plus en connexion avec la nature, parce que quand il fait nuit la moitié de l'année, si tu veux, c'est sûr. t'as compris qu'il fallait que tu t'adaptes. Et tu vois, il y a plein de fonds où c'est des entrepreneurs à succès, comme le fondateur de Unity ou le fondateur de Supercell. Et eux sont venus nous voir en nous disant, mais ouvrez le fonds, mettez-le en open source, qu'on puisse le faire. Parce que dès qu'on pourra, dès que ce sera démontré, on adoptera... Donc, un modèle, donc votre ambition au sein de 2050, c'est 1 milliard d'ici 2030 sous gestion, avec un investissement entre 100 et 150 millions annuellement. Oui. Donc, l'ambition est super. Bravo pour ça. En même temps, comment en fait on arrive à piloter la performance de ce type d'investissement ? Je précise ma question. Certes, on donne du temps au temps. Pour autant, à un moment donné, il faut bien avoir une mesure de la performance. Donc, bien sûr. Quels sont vos modèles ? Comment ça marche ? Alors, en fait, dans ton mot, il y a plein de questions parce que tu as évidemment une double performance. En fait, tu en as même une triple. Tu as une performance financière, tu as une performance d'impact et tu as une performance de liquidité. Oui. Donc, en fait, nous, la première des choses qu'on a faites dans ce nouveau type de produit, c'est d'indexer notre propre performance financière à nous, les gérants, sur cette triple exigence, on va dire. Et donc, ce qu'on appelle typiquement le carried interest, sauf que dans un fonds evergreen, c'est une commission de performance. Elle est indexée sur ces 3 dimensions-là. C'est-à-dire, on parlait d'alignement. En tout cas, donc la première des choses à faire, c'est que nous, on s'aligne avec nos investisseurs sur cette triple performance. Et l'autre, la beauté du modèle evergreen, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, bien malin, qui sait comment on mesure la performance de l'impact, hein. Je te mets au défi de me trouver quelqu'un qui me dit c'est comme ça, pas autrement, parce qu'il y a plein de modèles qui s'affrontent. On est au début de la R&D là-dessus. C'est comme si tu me disais en l'an 2000, comment tu fais pour être agile ? On est sur le démarrage, donc il y a beaucoup de R&D. Nous, on est très connectés avec le Stockholm Resilience Center, qui sont ceux qui ont sorti le modèle des limites planétaires, pour être à la pointe. Donc, je dirais, on est à la pointe de ça, mais on sait qu'on va apprendre énormément de choses dans les années qui viennent. Donc, l'intérêt d'un modèle comme on a nous, qui est régénératif, c'est que tu es dans un modèle annuel, tu es dans un rythme annuel. Donc nous, tous les ans, on a un budget de fonctionnement qu'on fait voter par notre fonds de pérennité. Donc c'est un des grands avantages, c'est qu'on a posé une gouvernance, nous, qui nous rend sûr d'être alignés, en fait. On peut pas être biaisé par un incentive financier qui n'est pas lié à cette triple performance. Et est-ce que tes LPs, en tout cas les actionnaires du fonds de pérennité, parce que c'est un cran au-dessus, ont des attentes, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que le fait d'avoir, on parlait du sens et le sens que peut avoir l'argent d'actionnaires qui investissent dans ce type de modèle, est-ce que les exigences sont revues à la baisse ? En tout cas, est-ce qu'elles sont différentes ? Comment se passent les débats ? Est-ce que c'est des débats que vous avez avec vos LPs ? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter moins de performance ? Et en fait, encore faut-il savoir ce qu'est la performance, mais comment ça marche, ça aussi ? C'est un grand débat. Ce qu'on sait, nous, c'est que comme c'est une transformation complète de l'économie, les entreprises qui saisiront en fait cette transformation et ces opportunités-là, et sincèrement, Dieu sait que les problèmes qu'on va résoudre sont profonds et grands, donc c'est des gros marchés, ce seront les champions de demain. Savoir qu'est-ce que ça va te ramener comme niveau de performance par rapport à aujourd'hui, je pense que personne ne peut le dire. Ce que je peux dire, et je pense qu'on est vraiment à l'aise de dire, c'est que financer des entreprises qui résolvent les plus gros problèmes, donc question d'après, comment tu sais quels sont les plus gros problèmes, mais on y reviendra plus tard, le fonds d'une manière à être future-proof, donc à aligner justement, à s'adapter à tous ces grands changements environnementaux, sociaux, etc. Ils auront un couple risque-rendement, pas que rendement parce qu'on focalise sur le rendement, mais en réalité, les entreprises qui seront les championnes de cette transformation seront celles qui sauront aussi se dérisquer par rapport à ces grands dangers-là. Et c'est pour ça que cette notion d'alignement, elle est sur toute la chaîne. C'est parce qu'en réalité, je pense que ce qu'on est en train d'optimiser, c'est le couple risque-rendement. Voilà. Et donc ça, je pense qu'on est tous à l'aise avec ça. Ce avec quoi on est à l'aise aussi, c'est de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est pas optimiser l'impact,
c'est pas optimiser la performance financière, c'est faire les deux à la fois. Et là, on perd tout le monde parce que la plupart du temps, la finance, en fait, elle s'est construite sur des modèles mathématiques. Et les modèles mathématiques, ils savent optimiser sur une dimension. Mais dans la nature, quand tu as des modèles écosystémiques, en fait, tu crées cette dynamique vertueuse gagnante-gagnante dont tu parlais, où parce que l'écosystème dans lequel tu vis va bien, il va te nourrir plus, tu vas aller mieux, tu vas pouvoir donner plus, contribuer. Donc, ces logiques écosystémiques qui peuvent créer à la manière dont Elon Musk a fait sur Tesla, des dynamiques de création de valeur démultipliées, je pense que c'est un peu ce sur quoi on parie aussi. Ouais, donc en fait, la capacité à aller capter la surperformance écosystémique, c'est un vaste débat de recherche pour les futures générations. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, la question, c'est quand tu améliores tout un écosystème, la perception, si on parle de bilan carbone, de facto, en fait, en scope 3, c'est indirect de indirect de indirect. Donc, pour le capter, pour savoir si la société dans laquelle vous avez investi a contribué plus ou moins, c'est pas forcément en plus captable dans sa propre performance. Oui. Donc il y a un impact systémique qui n'est pas un impact financier. Donc tout à fait. Vaste débat par rapport à ça. Et tu te dérisques par contre quand tu fais ça. Tout à fait. Ouais. Et ça se mesure aussi. Bon. Mais une chose est sûre, c'est que c'est complexe. On est en train de passer d'un monde qui était assez monodimensionnel, où ce qui était vraiment important, c'était les critères financiers, à un monde qui est tridimensionnel, puisque tu rajoutes la performance environnementale et sociale. Donc, par nature, on va devoir changer la manière dont on valorise les choses. Et je pense que cette notion de risque qu'on a un peu oubliée en fait dans le monde du capital risque pendant longtemps, elle va revenir au premier plan aussi. Donc en plus, on a cet accélérateur européen. Donc on a parlé du Green Deal. La réglementation va être hyper accélérée. Donc on a donc la CSRD qui entre en application. Les plus grosses sociétés se sont déjà confrontées à la NFRD, la DPEF. Bon bref, tous ces mots où en fait tous ces acronymes qu'on connaît pas bien, que le grand public connaît pas bien, mais je pense que ça va être un hyper accélérant. Et donc là, on a, c'est vrai, des années qui approchent avec une sorte d'impact hyper fort de cette réalité réglementaire. Alors, il y a évidemment un besoin, on parlait en fait du consommateur qui a cette conscience. On a le citoyen qui a cette conscience, mais les entreprises vont être au-delà en fait du fait de changer leur modèle, vont être confrontées à cette réglementation. Et donc, du coup, dans les sociétés que vous regardez, peut-être ce sera ma dernière question, les sociétés que vous cherchez, en fait, elles doivent répondre en fait à différents enjeux. Je sais pas si tu nous fais la carte d'identité de l'investissement idéal aujourd'hui chez 2050. Alors, d'abord, la première des choses, c'est que on essaye, nous, de savoir ce dans quoi il faut investir en premier. Donc, on a commencé par regarder tous les sujets de réchauffement qui étaient liés au réchauffement climatique, qui est un peu une grosse matrice. Donc, et pour ça, on a creusé la science pour comprendre quels étaient les problèmes et où est-ce qu'il fallait comment tu répondais à ça, en fait. C'est quoi l'écosystème? Investir dans l'écosystème qui permet d'apporter des solutions au réchauffement climatique, ça veut dire quoi? Et en fait, ce qu'on s'est dit, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait 4 choses à faire. Première des choses, c'est augmenter la compréhension de ces enjeux partout. Parce que c'est ça qui va faire la transformation. Ça, là-dessus, c'est beaucoup de savoir partager. Enfin, il n'y a pas tellement d'entreprises là-dessus, parce qu'il n'y a pas tellement de modèles économiques qui permettent de le faire. Il y a un deuxième sujet qui est de créer l'infrastructure tech et data. Qui permet aux entreprises de comprendre en fait leur propre empreinte, qu'elle soit carbone aujourd'hui, mais biodiversité demain, enfin voilà, et aux entreprises financières et assurantielles de le valoriser. Donc t'as vraiment une espèce d'infrastructure qui permet à la fois technologique et puis financière, assurantielle, etc. Et c'est pour ça qu'on a investi dans Sweep ou dans Climate View qui propose la même chose pour les villes. Donc c'est des sociétés qui te permettent de comprendre ton empreinte carbone, mais surtout après et à la fois scope 1, 2, 3, c'est-à-dire sur ta chaîne de valeur, on va dire, et d'agir derrière pour créer des plans de réduction, etc., le monitorer dans le temps, savoir ce qui est le plus important de faire. Et bon. Après, tu as une troisième couche, et c'est là où ça devient intéressant aussi, c'est qu'une fois que tu sais finalement que tu as l'infrastructure pour mesurer, il faut apporter des solutions verticales par industrie. Et là, ce cours climat qu'on a fait en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine et qui est en licence libre, parce que notre enjeu, c'est pas que nous, on soit intelligents pour bien investir, c'est que tout le monde comprenne pour avoir des co-investisseurs et créer ces champions. Voilà. Et c'est que tout le monde parle de la réduction des émissions de carbone. Mais si on veut avoir un impact démultiplié, la première des choses à faire, c'est de restaurer les capacités de la nature à stocker le carbone. Et en faisant ça, tu crées des solutions qui, en même temps, se substituent à des solutions émettrices. Typiquement, l'agriculture régénératrice, c'est intéressant parce que il y a
globalement 4 carbon sinks, 4 puits de carbone naturels que la planète nous offre, qui sont les sols, tout ce qui sont les plantes, donc notamment les forêts, les océans, et puis ces roches minérales dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, quand tu restaures la capacité des sols à capturer du carbone, bien, par exemple, des sujets d'agriculture régénérative, mais en plus de ça, tu vas empêcher des émissions puisque tu offres un truc de substitution, voilà. Alors que, au contraire, si on est sur des solutions qui viennent empiéter encore plus sur ces puits de carbone, eh bien, ils vont relâcher du carbone dans l'atmosphère qu'ils détiennent depuis des dizaines de millions d'années. Et donc, ça crée un effet accélérateur du réchauffement climatique dans l'autre sens. Donc, si on veut d'abord avoir un impact super important, c'est beaucoup plus important de préserver la capacité de la planète à se régénérer elle-même que de réduire notre activité humaine en termes d'émissions de carbone. Et ça, c'est quelque chose que le Stockholm Resilience Center a démontré il n'y a pas longtemps en disant il y a des indicateurs d'impact qui sont essentiels et qui font que si eux, ils baissent, tu as un effet démultiplicateur négatif sur les autres. Et donc, il faut penser sa stratégie de résolution de ces problèmes d'abord en préservant la capacité de la planète à elle-même apporter et absorber l'activité humaine, apporter ses propres solutions, et voilà. Donc, la première des choses qu'on fait, après, en termes de solutions par industrie, c'est vraiment de voir comment on peut augmenter ces nature-based solutions pour ça. Voilà. Et après, c'est la réduction des émissions. Donc, on a une stratégie qui est très pilotée par le savoir, en fait. C'est pour ça que Guillaume Brégeras des Échos était venu pour piloter ça, pour que nous, on sache où chercher. Oui, parce que là, encore une fois, en plus, les bases de quoi on s'améliore, mais c'est quand même un sujet qui est relativement nouveau. Qui est documenté, mais qui est quand même pas forcément simple d'accès pour des non-spécialistes. Et donc, du coup, il faut rentrer dans les sujets pour en tirer la scientifique morale et essayer de retrouver, en fait, le chemin pour le diffuser. Exactement. Et l'article dont je parle du Stockholm Resilience Center, il est paru il y a une semaine, en fait. Ouais. On construit au fur et à mesure. D'où l'idée d'avoir ce fonds qui peut changer et adapter sa stratégie en fonction des derniers résultats tous les ans. Tu vois, donc il y a vraiment cette agilité-là. Et après, sur les critères des entreprises elles-mêmes, donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est qu'on est article 9 à SAFDR, donc on connaît très bien les Principal Adverse Impact Indicators. Enfin, tu vois, donc on a intégré tout ça, mais on essaye de faire en sorte que ce soit une conséquence, en fait, le fait qu'on satisfasse cette réglementation de la stratégie qu'on met en place et de la stratégie que chacune de ces entreprises met en place pour optimiser à la fois son profit et l'impact. Et donc, ce qu'on va regarder en particulier, ça va être des sujets comme le modèle économique. On se rend pas compte à quel point les modèles économiques vont contre, des fois, sont pas du tout positivement corrélés entre impact et chiffre d'affaires. Encore. L'alignement, voilà. Donc ça, en fait, on va regarder. Tu regardes l'alignement de l'équipe, en fait. Est-ce que tu as évidemment les fondateurs qui ont ça au fond de leur trip, mais aussi avec une ambition qui fait que c'est pas uniquement vouloir faire du bien ou avoir un impact positif qui est important, c'est de régler le problème at scale pour créer un business qui, parce qu'il va être gros, va avoir un impact essentiel sur le monde. Donc, on regarde tout ça, mais le modèle économique, c'est vraiment typique. Le cas d'école, c'est Michelin, tu sais, qui a fait ses pneus, qui commence à facturer au kilomètre au lieu de les facturer à l'unité. Donc, tu changes complètement de paradigme, mais en fait, quand tu le prends comme ça, et on regarde beaucoup la gouvernance. Donc, tu vois, le truc qu'on exige, en réalité, quand on investit, qui est le premier, en fait, qui est un peu notre assurance, parce que te dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises dans lesquelles on investit sont alignées by design, c'est pas vrai, en fait, c'est un chemin. C'est le travail, justement. C'est le travail, exactement. En fait, Et donc, la gouvernance, ce qu'on veut, c'est que la mission, elle soit écrite, qu'elle soit écrite dans les statuts, donc qu'elle soit acceptée par l'intégralité des actionnaires et du board, et que le board soit en responsabilité et en accountability, donc des indicateurs clés d'alignement, donc qu'on définisse quels sont ceux qui sont vraiment importants pour que l'entreprise surveille à la fois son impact positif, mais aussi contienne les impacts négatifs potentiels qu'elle peut avoir. Super. En fait, non, j'ai trouvé, en fait, c'est tellement époustouflant et en fait, il y a tellement d'ambition. C'est vrai que là, on est dans un moment important de transformation un petit peu de la chaîne de valeur dans l'investissement. Donc, c'est vrai que d'avoir des fonds tels que le tien, là, 2050, permet en fait de peut-être repositionner, de réfléchir au mode d'investissement et comment on va investir dans ce monde qui est en train d'hyper accélérer dans la transformation. Alors, tu sais, c'est intéressant parce que le modèle du fonds, on l'a lancé en 2020. Le produit lui-même a déjà évolué 2 fois. Ouais. Et parce que tu t'adaptes.
c'est normal en fait. Ouais, dans le monde du vivant, il faut s'adapter. Dans le modèle du vivant, il faut s'adapter. Et c'est un tel plaisir de penser ton produit en te disant quel est le meilleur service qui peut rendre à la fois à mes entrepreneurs et à mes investisseurs et avoir cette capacité à le faire et à réagir à ce que tu penses être vraiment ce qu'il faut faire. Et ça dans une logique qui est très écosystémique, parce que changer le produit, ça veut dire faire voter tous les investisseurs sur les changements du produit. Donc c'est comme si tu es une start-up en fait. Quand tu fais une nouvelle release de ton produit, tu fais voter tout le monde, tu fais voter tous tes clients. Quel modèle. Pas tes actionnaires, tes clients. Tes clients, enfin Pierre, ouais. Donc c'est assez joli et en vrai ça te fait vraiment avancer dans ta compréhension de ce que tu peux amener comme valeur des deux côtés, quoi. Ok, super. Ainsi s'achève notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à très vous, bientôt. C'est super. Au revoir. Au revoir.